Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index. Enfin dans l'extrême peur à Vang. Pourquoi enfin? Parce que bon, répéter tous les jours que sur l'autre site, j'ai dit que dans l'extrême peur, mais là dans la peur, j'ai l'impression de devenir un perroquet. Le Social Index, on s'en fout. Et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Je ne vais pas vous mentir, les news ne sont toujours pas très folichonnes, mais bon, c'est ce qui représente le mieux le bear market. Et j'ai une petite phrase personnellement que j'aime bien. Il faut connaître le goût du vinaigre pour apprécier le miel. Allez, je vous laisse cogiter. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Il y a des news qui sont intéressantes aujourd'hui, je trouve, notamment le fait que, bon, vous aviez entendu parler de ça, je vous en avais déjà parlé, mais vous savez les BRICS, donc ces principaux, ces grosses, ce qu'on appelait les pays en développement, mais qui sont maintenant, qui sont appelés à devenir les puissances de demain. Donc vous avez évidemment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais il y en a d'autres qui veulent rentrer finalement dans dans ce groupe-là. Ils sont en train de créer donc une réserve, une monnaie de réserve, évidemment pour contrer le dollar, son hégémonie et ce que ça veut dire, c'est que ils veulent pouvoir acheter tout ce dont un pays a besoin, donc des matières premières, des armes, enfin tout quoi, sans passer par le dollar. Et donc sans être soumis à SWIFT, sans être obligé de s'endetter en dollars, parce qu'en ce moment ça leur pose des problèmes majeurs. Le fait qu'il n'y ait pas du tout assez de dollars en circulation, ça leur pose des problèmes extrêmement importants. Et donc aussi de ne plus peut-être être soumis à l'hégémonie politique des États-Unis. Et donc ils veulent être indépendants des dollars, mais aussi de l'euro évidemment, et donc ils sont en train de lancer, et ça c'est une news qu'on a aujourd'hui, la Russie va lancer une plateforme de stablecoin, donc pour contourner les sanctions américaines. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quand même super important. C'est la confirmation de ce qu'on dit depuis un moment, que finalement les cryptos vont être au centre du prochain système monétaire, quel qu'il soit, international. Ce sera aussi utilisé pour les systèmes monétaires nationaux. On sait bien que les CBDC, les Central Bank Digital Currencies, qui sont en analyse, qui sont en phase de test actuellement dans tous les pays, vont se déployer prochainement. Mais on voit déjà que la Russie va utiliser des stablecoins. Donc stablecoin, entendez Central Bank Digital Currencies. Et donc c'est super intéressant. Dans cet article, on voit qu'ils disent nous travaillons actuellement avec un certain nombre de pays pour créer des plateformes bilatérales, en vue de ne pas utiliser le dollar et les euros. Donc c'est quand même pas rien. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a les stablecoins, donc leurs CBDC, qui pourront être adossés, non plus au dollar, comme c'est le cas des stablecoins que nous connaissons actuellement, ou de l'euro, mais de l'or, ou éventuellement du bitcoin. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt de l'or. Et ce qu'ils expliquent aussi, c'est que cette plateforme va être un peu une chambre de compensation, tout simplement. Ils auront des pools de liquidités aussi bien de chacune de ces cryptos, de chacune de ces CBDC, pour pouvoir les échanger les unes avec les autres et permettre des transferts. Et donc c'est vraiment quelque chose, les stablecoins, les CBDC, sont la monnaie de demain, c'est juste la preuve. Donc, une fois de plus, ne croyez pas les médias. Les cryptos sont là pour rester. La DeFi, les NFT, tout ça vont changer notre façon de voir Internet, notre façon d'échanger sur la planète. Et donc, il faut continuer à comprendre dans quel sens ça va. J'ai deux dernières questions. Donc ma première question, c'est tu es maintenant depuis plusieurs années, tu m'as dit tes premiers intérêts. Alors à ce moment-là, tu n'avais pas de capital disponible, mais c'était 2015. Ensuite, on m'a même dit, je salue Agathe qui va peut-être nous écouter, mais que Agathe me dit que je lui avais parlé de Bitcoin en 2012. Wow. J'en ai aucun souvenir. Mais si on la croit, je suis depuis 2012 Bitcoiner. Et donc ça fait depuis maintenant un grand nombre d'années que tu t'intéresses. Quels sont tes enseignements? Tu as forcément fait des erreurs, tu as eu des coups de génie peut-être, des moments de surprise, d'étonnement. Est-ce qu'il y aurait des grands enseignements, des leçons à retenir de ce long parcours et des bonnes résolutions que tu as pu vouloir prendre, ou en tout cas tes enseignements? Un petit retour d'expérience. Ça, c'est pas évident, c'est à chaud. Non, le premier enseignement, je l'ai déjà dit, mais c'est vous n'êtes pas plus intelligent que le marché, quoi. Donc stop, arrêtez. Si vous êtes trader, tradez. Si vous n'êtes pas trader, tradez pas, quoi. Et je pense que quasi 100% des gens que j'ai rencontrés sont tous retrouvés à perdre effectivement 90%, 80% de leur capital, parce que c'est comme au casino. Moi, mon père me disait toujours, le pire au casino qui puisse t'arriver, c'est de gagner. Parce que après, t'es dans l'euphorie et t'as gagné, donc tu continues, puis tu perds, tu fais ouais, mais j'ai gagné la première fois, donc je remets, et puis à la fin, t'as plus rien.
Donc oui. Et donc comment tu ferais pour pallier à cette difficulté du trading? Toi, tu as choisi par exemple le DCA ou plus rien moi. J'achète tous les mois et voilà. Merci, au revoir, je regarde pas le cours. Donc c'est un bon enseignement. C'est-à-dire que tu minimises ton temps, tu as tes convictions. J'ai 90% ou 95%, je le disais tout à l'heure, de mon portefeuille qui relève de la conviction long terme. J'y touche pas. Je suis pas en train de dire être BTC est à 0,07, donc je vais changer machin. Non, j'en ai. Je gère avec des amis des cartes horaires, des NFT, des machins, des bidules, mais ça reste quelque chose sur lequel je passe pas un temps énorme. C'est plus effectivement quand je vois mon projet passer, que je trouve intéressant, j'y mets une bille. Mais là, c'est presque ludique. C'est presque ludique, ouais. Mais ça relève pas. Tu vois, quand je dis j'ai arrêté de trader, tu vois, j'ai pas un écran de trading avec des candles devant mon écran et à faire ça va baisser, ça va monter. Franchement, j'en sais rien. Et en fait, même au-delà de ça, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que moi mes sujets de prédilection, c'est l'analyse fondamentale, c'est les idées, c'est la géopolitique, c'est les enjeux économiques, c'est la souveraineté, c'est de faire en sorte que la France rate pas le sujet. Savoir le prix du Bitcoin à un temps T, je m'en fous, quoi. C'est vraiment. Et ce qui est très frustrant parce que la plupart des interviews auprès des médias commencent par un petit point sur le Bitcoin et son prix. Je m'en fous. Tu sais que le plus important avec Bitcoin, c'est pas son prix, c'est sa quantité. Et donc, je dis souvent, moi, quand j'essaie d'expliquer Bitcoin, je commence par une des phrases qui est je vais pas vous expliquer si ça vaut 20, 30, 100 000. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi ça vaut pas 0. Donc, affaire MTGOX, visiblement, les victimes de 2014 ont jusqu'au 15 septembre pour remplir un document pour demander à se faire restituer des fonds. Et à la suite de cette complétion du 15 septembre, on va avoir des nouvelles de ce qui va se passer et on aura une date de quand est-ce qu'ils vont récupérer leur pognon. Donc, on pourra timer la pression vendeuse sur les marchés en sachant qu'il est question de quand même beaucoup de Bitcoin, pas 850 000. De mémoire, on est plus sur un peu plus de 140 000, je crois, 141 000 BTC qui vont se libérer progressivement. Affaire à suivre à partir du 15 septembre. Avec The Merge, on va en savoir un peu plus. Parlons maintenant de l'actualité du jour en lien avec la transition en cours d'Ethereum vers le Proof of Stake. Comme vous le savez déjà tous, hier a eu lieu la mise à jour Bellatrix qui, en gros, avait le rôle de préparer la Beacon Chain pour la fusion avec le réseau principal qui doit avoir lieu la semaine prochaine. Mais malgré les nombreuses années de développement et les essais réalisés sur différents testnets ces derniers mois, il semblerait que la mise à jour a entraîné un bug sur la Beacon Chain, car Bellatrix aurait posé des problèmes à environ 5% des validateurs, ce qui aurait entraîné un taux de bloc manqué de plus de 9%, alors qu'en général ce chiffre se situe plutôt aux alentours de 0,5%. Mais je précise qu'il ne s'agit absolument pas de quelque chose de catastrophique, car ces blocs ont pu être minés par la suite, mais les validateurs ayant subi des difficultés lors de Bellatrix vont devoir déterminer d'où est venu le problème pour éviter un nouveau bug lors de The Merge. Et d'ailleurs j'en profite pour vous faire une mise à jour sur les nœuds de validation qui ne sont pas encore à jour. Hier on avait 27% des nœuds qui n'étaient pas à jour, et aujourd'hui, toujours d'après Eternode, ils sont à l'heure actuelle 23,2%. Ensuite, on a Goku qui nous met que c'est la première fois que le volume des futurs sur Ethereum est supérieur à celui des futurs sur Bitcoin. C'est une sorte de petit flippening. C'est intéressant parce que j'avais un site. Je suis allé chercher directement le site, ce sera plus simple. En gros, le flippening, c'est quand, en fait, on aura le flippening. Alors, il y a différents flippening. Flippening, c'est juste, en fait, on a un switch entre deux actifs où il y a un actif qui va se passer au-dessus de l'autre. Et en gros, le flippening, du coup, le plus connu dans la crypto, c'est le flippening ETH-BTC. Et vu que Bitcoin, depuis qu'il existe depuis 2011, 2010, il est le premier au niveau du classement, au niveau du market cap. Il va se passer qu'un jour, là, il se fasse dépasser par Ethereum. Ce serait la logique, en fait, parce que c'est pas le même marché qui s'attaque et le marché d'Ethereum est les plus gros en termes de market cap. Et du coup, un jour ou l'autre, on devrait avoir le flippening où Ethereum dépasse Bitcoin en market cap. Et du coup, c'est le flippening principal qu'on regarde parce qu'on peut avoir des flippening sur plein de choses. Et là, par exemple, en dessous, il y a plein de choses différentes. C'est-à-dire que on peut avoir le flippening sur les adresses actives. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Vous voyez, on a 70%. On peut avoir le flippening sur les transactions. Ouais. Et on peut voir que là, on a bien eu le flippening. Parce qu'on est à plus de 700%, quasi 600%, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est 7 fois plus de frais de transaction sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc on a bien eu le flippening. On a eu le flippening là aussi encore sur les fees. Pourtant, c'est que sur les transactions. Et du coup, on peut avoir le flippening sur plusieurs choses. Sur le trading volume aussi, etc. Et là, du coup, ce qu'il nous dit ici, c'est que on a eu le flippening au niveau des volumes par rapport au futur. Donc c'est intéressant. Et c'est aussi en rapport avec le fait de The Merge, qu'on va reparler après, où les investisseurs se positionnent probablement sur ce marché en prévision de The Merge qui arrive dans une semaine là, il me semble, c'est le 13-15 septembre, donc c'est pour bientôt. Juste avant The Merge. Donc là, c'est un sujet pour moi qui est très important par rapport au Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin, c'est compliqué en ce moment, même par rapport à l'Ethereum.
c'est que vous le savez, les grosses firmes de minage minent à peu près à 15-16 000 dollars en ce moment. Et donc, dès que le Bitcoin se rapproche des 18-17 000 comme en ce moment, honnêtement, c'est chaud pour les mineurs de Bitcoin. Et il y a 2 firmes de minage détenues par une entreprise américaine aux États-Unis qui vont fermer à cause de la rentabilité, justement. Et ça va être un point à surveiller. Bien évidemment, si le Bitcoin repart largement au-dessus des 20 000 dollars, ça sera un non-sujet. Maintenant, si on stagne, c'est un coût moyen de production du Bitcoin en Amérique du Nord. Faut savoir qu'il y a de la disparité. Il y en a qui minent beaucoup moins cher. Et après, ce qui est super intéressant, je pense, dans cet article, ils en parlent de Capital, c'est que c'est justement l'opportunité, je trouve, de basculer. Déjà, économiquement, ça sera beaucoup plus viable de miner du Bitcoin, mais il faut vraiment que les fermes du minage deviennent green, deviennent vertes, et en plus, ça serait très bien pour l'image du Bitcoin, qui est complètement remis en cause. On a l'impression que c'est un énorme Uber qui roule sur la planète. Et donc, je pense que ça irait dans le sens de l'histoire. Et c'est peut-être une grosse opportunité de migrer de plus en plus vers des énergies vertes qui seront beaucoup plus viables économiques. Et surtout, en termes d'image du Bitcoin, je pense que ça serait très, très positif. Moi, ma question finale, c'était sur ces 5 années qui sont passées, il y a eu des hauts, des bas, des innovations. Quels sont les enseignements que tu as retenus? Tu as dû faire des erreurs, tu as dû avoir des moments de grâce, des surprises peut-être. Est-ce que tu aurais quelques enseignements, un petit retour d'expérience? Alors, ce que je vais dire n'est pas forcément positif et favorable au Bitcoin, mais je regrette de ne pas avoir vendu au sommet des bulles spéculatives. Comment aurais-tu pu le faire en achetant des stablecoins. Et en fait, dans mon immense naïveté, comme je suis dans une logique de long terme, j'ai même pas pensé à ça. Voilà. Et tu le regrettes? Je me dis, ça aurait peut-être été une bonne idée, ouais, quand même. Mais comment t'aurais fait pour distinguer un top? Alors voilà, tout le monde a ce regret d'avoir acheté au mauvais moment et de ne pas avoir vendu au bon moment. Voilà. En fait, l'idée, c'est que quand ça monte vertigineusement pendant une certaine période, c'est insoutenable. Ça finira par se retourner. Oui, bien sûr. La question, c'est quand? Voilà. Bon, au bout de quelques semaines... Voilà, au bout de quelques semaines de montée exponentielle... Donc c'est la prise de profit, finalement, qui est l'enseignement. C'est qu'il faut savoir de temps en temps prendre des profits parce que Bitcoin reste volatile pour l'instant, même s'il est en tendance haussière. Voilà. Et ce mécanisme d'adoption par vagues successives de frénésie spéculative, il n'est pas très satisfaisant pour nous, qui préférerions que l'adoption du Bitcoin soit un peu linéaire, douce. Voilà. Non plus, hein. Mais c'est comme ça, le monde est tel qu'il est, donc il faut faire avec. Bien souvent, pour gagner sur ce marché, il faut vendre et prendre des bénéfices quand on a l'impression que c'est trop tôt, ou quand le consensus global, quand les gens ont l'impression, quand tout le monde s'accorde à dire qu'on va par exemple aux 100 000, c'est complètement idiot de prendre des profits trop tôt. Donc, quand tu es persuadé que vendre et prendre des profits, c'est rater l'occasion de gratter des pourcentages en plus et d'aller jusqu'à la lune, c'est bien souvent que toi aussi tu es biaisé par le consensus global. Donc, une clé pour gagner en psychologie de marché, juste basée sur la psychologie de marché, c'est quand tu as le sentiment que tu prends des profits trop tôt, c'est que c'est un bon indicateur de top de marché. Parce qu'il faut bien comprendre que quand tu as ce sentiment-là puissant, qui fait que tu regrettes presque de vendre et que de vendre ou de prendre quelques profits te fait mal en te disant que voilà, tu passes à côté d'encore une grosse plus-value, c'est souvent que c'est un top de marché. Je vais l'illustrer après dans la suite de ce live. Et inversement, pour gagner sur ce marché, bien souvent, et il y a plein de preuves, alors on va parler des cryptos là, mais sur tous les marchés c'est comme ça, c'est bien souvent quand, au contraire, personne ne veut acheter, tout le monde veut vendre parce que tout le monde voit le marché plus bas. Donc il faut bien comprendre ce concept-là. Donc si je résume, pour gagner sur ce marché sans se baser sur l'analyse technique et juste sur des paramètres psychologiques, mindset, c'est acheter quand personne ne veut acheter et arriver à vendre quand tout le monde te dit que c'est pas le moment de vendre et quand même toi, au plus profond de toi-même, tu te dis je suis idiot de vendre. Voilà. J'ai noté ça aussi. Alors, c'est la Banque des règlements internationaux qui a sorti un document. On parle pas de la Banque centrale européenne. On parle pas de la Banque fédérale américaine. On parle bien de la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales. Elle considère que les stablecoins peuvent constituer une menace pour la stabilité financière. Et il n'y a pas de quoi s'en réjouir parce que si elle considère que c'est un risque systémique,
ça veut dire qu'il va y avoir un consensus pour réguler les stablecoins. Et donc les premiers impactés, ça va naturellement être les stablecoins indexés sur des monnaies fiduciaires comme l'USDC en premier lieu. Le premier à prendre dans la tête, ça va être pour moi l'USDC et le BUSD, parce que maintenant Binance va dans le sens de la réglementation. Je crois pas le Tether. J'y arrive. USDC et BUSD, ils vont vraiment dans le sens de la réglementation. USDT, c'est pas qu'ils vont pas dans le sens de la réglementation, mais s'ils peuvent temporiser avant d'agir, ils temporisent avant d'agir, comme ça a été le cas récemment avec l'affaire Tornado Cash, où l'USDC, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont gelé les fonds. Tandis que Tether, ils ont dit, bah moi, tant qu'on me l'impose pas, liste noire, pas liste noire, moi je touche à rien. Et donc, sur quel type de stablecoin j'irai me protéger? Bah sur du DAI, mais il y a pas que le DAI, hein. Je crois qu'il y a le LUSD. Voilà, il y a quelques stablecoins que je connais un peu moins bien, qui sont peut-être pas parfaitement peg au dollar, mais qui essaient d'aller un peu plus dans le sens de la décentralisation. Lisez le Wikipédia. Regardez des reportages sur YouTube parce que on a très peu d'informations sur leur rôle à eux, alors qu'ils ont un rôle qui est absolument clé dans l'économie mondiale. C'est eux les boss, hein. Ceux qui ont les dépôts avec des écailles, qui voient à travers les murs, les Illuminati, c'est ici que ça se passe, hein. Donc pas à prendre à la légère. BFM TV BFM Crypto qui a mis un petit article en disant que depuis le fork et depuis l'ancienne chaîne Terra Luna aurait pris 330%. Donc tu as des gens qui sont encore dessus et qui a de la liquidité, en gros, il y a encore beaucoup de liquidité dessus, hein, énormément même. Ils veulent du coup faire un burn et il se prédit, bon après ça veut rien dire, mais qu'il pourrait atteindre $1. $1 à nouveau et pourquoi pas. Ah mais il peut même atteindre $10. C'est pas pour autant que tu as des projets qui se développent dessus ou que tu as une amélioration de quoi que ce soit. Ça reste toujours l'autre guignol qui est à la tête de cette merde-là. Comme je le disais tout à l'heure, tous les développeurs se sont barrés, donc expliquez-moi qu'est-ce que vient. En fait, on n'est pas en bear market. En fait, il y a encore de l'argent apparemment. Il y a encore des gens qui ont de l'argent à foutre dans des merdes. Donc moi, je dis qu'on n'a pas touché le bottom parce qu'il y a encore de l'oseille, mon gars. Ce qu'il faut relever, tu l'as dit, c'est que Luna aujourd'hui, il y a plus de projet dessus. C'est comme hier quand tu parlais de l'Ethereum classique. L'Ethereum classique qui reprend un regain d'intérêt avec le Proof of Work. Bon, je peux l'entendre. À leur risque et péril, j'ai envie de dire, hein. C'est comme là l'Ethereum qui va rester en proof of work. Il y en a qui vont miser dessus. Écoute, pareil, à leur risque et péril, hein. Très sincèrement, je sais pas où ça va aller, mais en tous les cas, ça m'inspire pas confiance. Je pense que c'est un truc qui se tradera par-ci par-là, effectivement, et puis après, de toute façon, tous les protocoles vont suivre Ethereum, Proof of Stake, tu vois, c'est dans l'ordre des choses. Je pense qu'on a fait le tour, Peter. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bon, déjà? Ah ouais, déjà. Ah putain, moi j'ai la patate aujourd'hui, j'ai la forme, et ça y est, il y a plus de news, il y a plus rien. Oh là là. Est-ce que Binance va brûler des LUNC à chaque transaction? C'est la question évidemment qui se porte sur toutes les lèvres des possesseurs de LUNC, donc le Terra Luna classique. Eh ben, les documents souvent utilisés pour dire que Binance, vous voyez, ils vont le faire, sont tout simplement une annonce que Binance fait régulièrement sur les blockchains quand ces blockchains font de grosses mises à jour. Donc, ils doivent faire la mise à jour pour que les retraits et les dépôts fonctionnent correctement. Nous pouvons d'ailleurs voir qu'il y a la même chose sur ADA, mais vous pourriez voir aussi que sur Terra Classics, ils l'ont déjà fait dans le passé. Ce sont des annonces au final qui n'amènent aucune preuve et aucune certitude du tout que Binance va appliquer en effet ce burn sur les transactions. Aujourd'hui, un exchange l'a confirmé officiellement sur son site, c'est MEX. Mais MEX, comme vous le savez, c'est 0,7% des volumes, ça n'aura aucun impact. Et c'est normal que tout le monde se retourne vers Binance, car Binance, à lui seul, fait 55% des volumes de la crypto-lunk, ce qui est gigantesque, bien évidemment, et appliquer cette taxe aurait beaucoup plus d'impact. En revanche, l'inquiétude qu'on peut avoir en lisant ce message, et une inquiétude rationnelle sur le coup, c'est que Binance, en fait, n'applique absolument pas cette burn tax et fasse exactement comme Gate. Gate a annoncé officiellement sur son blog que le burn se fera probablement sur les dépôts et les retraits, car évidemment, ils vont mettre à jour leur exchange par rapport à la prochaine mise à jour du Terra classique, mais qu'ils n'appliqueront pas on-chain la taxe sur le LUNC. Donc, tous les volumes qui seront réalisés par Gate n'amènera à aucune taxe. Seuls les retraits et les dépôts participeront au burn. Il faut savoir évidemment que Gate, c'est 5% du volume actuellement sur le Terra classique. Tout ça pour dire qu'il est impossible aujourd'hui de savoir si Binance va appliquer ou non le burn de 1,2%. Seul Binance finalement
le sait. Et pour Binance, c'est un choix évidemment très compliqué, surtout qu'en ce moment, ils sont en pleine séduction avec l'ensemble des régulateurs et que cette taxe, évidemment, pourrait être très mal vue. Donc en réalité, aujourd'hui, est-ce que cette burn tax, donc la taxe sur les transactions pour brûler des tokens de 1,2% sera appliquée? C'est possible, mais c'est également possible qu'elle n'arrive jamais. En tout cas, Binance aujourd'hui reste muet sur le sujet. Par contre, ce qui est plutôt inquiétant, c'est que si finalement Binance ne l'applique pas, ça pourrait évidemment mettre un gros coup de froid à toute cette hype actuelle, car la plupart des investisseurs ne misent que sur le burn du LUNC, et sans Binance et sans Gate, ça fait quand même 60% des volumes qui ne seront pas du tout impactés par le burn tax. Si on parle du reste, les marchés hier, eh bien, l'Europe n'a pas fait grand-chose, en attendant de voir comment les Américains allaient se comporter hier, en attendant la BCE aujourd'hui, puisqu'on le sait tous, la BCE va intervenir aujourd'hui à 14h15. Alors ça, c'est la nouveauté du moment, hein. La BCE, ils sont jamais à court d'idées, ils ont trouvé un nouveau truc. Avant, c'était 14h30, maintenant c'est 14h15. Il y a tout qui change. Donc 14h15, annonce de la hausse des taux de la BCE. Évidemment, tout le monde parie sur, en tout cas, 75 basis points. On se pose des questions pour voir si éventuellement la BCE pourrait éventuellement ralentir son rythme de hausse des taux, mais visiblement il y a quand même plus de gens à l'intérieur de la BCE qui sont pro 75 basis points qu'une hausse graduelle à chaque meeting. Donc on verra ce qu'ils vont nous annoncer, mais en tout cas il faut s'attendre à 75 BP. Par contre, alors ce qui sera intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'ils nous prévoient pour les prochains meetings de la BCE, et ce sera surtout ça qui va intéresser les intervenants. Donc finalement, il n'y a pas de bonne solution. La seule chance pour nos économies, finalement, ça serait que l'énergie rebaisse, parce qu'effectivement, les marchés anticipent de la récession. Et c'est là que j'attire votre attention sur cette espèce de schizophrénie des marchés. Vous avez des opérateurs qui jouent déjà la future baisse de taux aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé cet été, ce qui explique le rebond, en tout cas le narratif du rebond, c'était ça. Oui, la Fed est agressive, mais elle cessera de l'être bientôt dès que les économies rentreront en récession. Et de l'autre côté, on nous dit, oui, et la Fed obtiendra du résultat à partir du moment où le prix de l'énergie recommencera à baisser. Sauf que si le prix de l'énergie rebaisse, c'est que dans l'économie réelle, on rentre bien en récession. Donc on ne peut pas avoir une baisse de l'énergie qui effectivement nous soulage de l'inflation, mais qui nous rassure, parce qu'en fait, ça veut bien dire que la récession est là. Et cette récession n'est absolument pas pricée actuellement. Et comme en plus de ça, on n'a pas non plus pricé les 100 points de base maintenant de plus sur les taux européens, ni les 325 points de base sur les taux longs et taux courts américains, comme on n'a absolument rien pricé pour l'instant, vous comprenez que le potentiel de baisse puisse être effectivement très important. Au niveau donc du VIX, indice de la peur, la volatilité baquée sur l'S&P 500. Donc le VIX est remonté tout simplement. Est-ce qu'il va aller jusqu'en haut du canal? C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on pense, parce que bon, chartistement parlant, il y a des chances peut-être qu'il aille taper le haut du canal. Ça voudrait dire un S&P 500 qui va encore descendre peut-être dans ces niveaux-là, ou au pire dans ce niveau-là, avec un VIX ici, et peut-être après retomber et repartir en haut. Donc on surveille. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, je vois pas un SP 500 qui repart. Je vois plutôt un SP 500 qui continue sa descente, et donc un Bitcoin qui a du mal aussi. Bon. Et si on veut être, du coup, vraiment pertinent sur qu'est-ce qui fait le marché, eh ben, ce sont les indices boursiers. Les indices boursiers vont faire le marché, et le Bitcoin va ensuite décider de suivre ou pas selon sa latence. Et disons que sur Light, le shiny du moment, ben, ça va être Ethereum qui va être le plus prêt à émuler ce que les indices boursiers vont faire. Donc si vraiment on voulait être totalement du genre allons nous occuper de la source, vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints, et ben ici la référence ce sont les indices boursiers. Si on nous annonce dans les prochaines semaines un CPI qui continue de chuter, puis aujourd'hui on nous annonce une Fed qui baisse, qui est moins agressive sur la hausse de ses taux, et une BCE qui serait plus agressive elle, parce qu'en Europe l'inflation continue de monter, le CPI a fait un nouveau record. Si la BCE est plus agressive que la Fed, on pourrait donc avoir un dollar index qui se calme, donc un euro qui reprend de la force, et du coup des taux moins agressifs aux US seraient hyper positifs pour les assets à risque, et du coup ce serait bullish. Et c'est pour ça qu'avec tout ce petit cocktail de news macroéconomiques qui peuvent arriver, donc vous voyez, il y a besoin de beaucoup de choses, mais si tout ça arrive,
on va se retrouver avec un short squeeze sur le Bitcoin, parce qu'il y a tous ces shorteurs ici qui sont probablement encore en position et qu'on pourrait littéralement défoncer, un peu comme ce qui avait été fait ici. Je vais vous montrer ça sur BitMEX, parce qu'à l'époque c'était BitMEX Locking. Passer en grand écran. Hop. Et c'est exactement la même chose où on va revenir dans le passé. Hop. Donc ici, où vous avez un support qui s'est formé, ok, et vous avez un CVD qui chute, donc des gens qui shortent le support. Ici, pareil, là, on a une chute, l'open interest, il monte agressivement, ça monte, le CVD il chute, donc des gens qui shortent beaucoup ici, le support casse, et puis on consolide un petit peu, on est venu en fait capturer la liquidité des acheteurs, une fois qu'on a dégagé tous les acheteurs, bah, tous les vendeurs d'ici, on les laisse pas tranquilles, et là, bam, une fois qu'on a repassé la zone, donc là c'était très violent, je dis pas que ça va être aussi violent sur actuellement, surtout que ça c'est du H4, nous on est en H1, mais en gros, vous voyez ici, une fois qu'on a repassé le support, bah, tous les vendeurs, leurs stops ils sont où? Bah, ils sont ici, et ici. Il y a même des stops intermédiaires qui peuvent être positionnés, etc., etc. Ici. Du coup, là, on est venu complètement nettoyer tous les shorters en faisant un méga short squeeze. Je dis pas que ça va arriver absolument. Mais si on a tout le cocktail qui s'aligne et qu'on commence à repasser la box rouge que je vous ai montré, bah, littéralement, on pourrait faire du short squeeze. Okay, je vous dis pas bull market et to the moon. Hein. Je vous dis juste qu'un rebond qui vient choquer les gens qui se disent mais what the fuck. On lit en fait, des plus hauts sur le récit qui sont toujours plus hauts. La semaine n'est pas clôturée, d'accord, attention. Et au contraire, pour le moment, on lit des plus bas qui sont toujours plus bas. Je rappelle, le travail se fait et s'effectue par rapport au corps de bougie et non pas par rapport aux mèches, d'accord. Le corps de bougie est interprété en RSI et pas la mèche. La mèche, on s'en fout, d'accord. La mèche, dans l'interprétation des divergences et donc de l'écriture du RSI. Maintenant, du coup, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est important, donc du coup, j'ai un peu préparé mon dossier, regardez, c'est fou ce que j'ai fait. Mais en fait, on lit quoi? On lit une divergence haussière simple. C'est-à-dire qu'en fait, le cours avec la clôture, on est bel et bien d'accord, des corps de bougie fait toujours des plus bas. Alors que l'oscillateur, ici en l'occurrence le RSI, ça peut être un autre oscillateur. Vous utilisez celui que vous voulez tant que ça fonctionne pour vous. Moi, c'est avec le récit. En tout cas, c'est un des plus communs. Et on va regarder, simplement, bel et bien les plus hauts qui sont toujours plus hauts. Les plus bas, qui sont toujours plus hauts. D'accord? De cette manière-là, pas compliqué. On retourne là-dessus. C'est bien ce qu'on observe. Et ceci, ça n'a pas encore été clôturé, mais serait un signal de marché haussier, c'est-à-dire, en tout cas, de retournement dans cette time frame-là. Donc, c'est-à-dire qu'une belle opportunité de rebond est possible dans cette time frame-là. D'accord? Maintenant, ça peut être un rebond relatif, mais en tout cas, il y a une opportunité de rebond à prendre et c'est peut-être en fait juste un rebond pour après recracher de nouveau à 10 000. Mais vous aurez compris, c'est possible et donc c'est une indication possible de rebond. D'accord? Maintenant, on va passer sur du 5 jours. Pourquoi du 5 jours? Parce que... oui, c'est bon. 5 jours, c'est bon. Nickel. Donc, on va ici. D'accord? On va à la clôture de bougie. J'ai pris la plus basse ici. Et en fait, là, c'est 5 jours actuels. Mais là, derrière, c'est déjà validé, d'accord, en 5 jours. Donc ici, on voit bel et bien une pente descendante par rapport à la clôture des bougies sur le prix. Mais au contraire, donc la clôture se fait là, d'accord. Qu'est-ce qu'on lit, en fait, sur le récit? Vous le voyez, une pente haussière. C'est la même chose, sauf que là, on a la clôture en 5 jours. On aimerait le lire en weekly, parce que le weekly, c'est une time frame beaucoup plus utilisée que la 5 jours, d'accord, voire même vachement plus utilisée que le 5 jours pour lire les divergences, etc. Mais voilà, je vous montre que maintenant, pour le moment, les divergences semblent s'indiquer, et c'est ce qu'on aimerait lire en weekly, d'accord. Plus la time frame est grande. Et au plus, en fait, cette divergence, ou peu importe la divergence, puisqu'il y en a plusieurs, d'accord, il y a différentes divergences possibles, je les remets devant vos yeux, pour ceux qui veulent les lire, voilà, c'est nickel. Il y a plusieurs divergences possibles. Au plus la time frame est grande, et au plus le signal sera important. Il reste 1 an et 281 jours, ça fait encore un sacré moment à patienter, je sais bien. Donc il reste 1 an et 2 tiers à attendre avant notre prochain événement salvateur. Qui sait ce qui peut se passer d'ici là? Mais une chose importante à noter, c'est que si je retourne sur ce graphe en arc-en-ciel, vous pouvez voir qu'en général, on assiste à de l'action haussière en anticipation de nos halvings. Parce que le truc, c'est que tout le monde se dit, ok, après le halving, on a tendance à avoir énormément de gains pour le Bitcoin, donc c'est maintenant ou jamais qu'on s'y met pour se positionner. Vous voyez qu'on recommence en fait à monter ici en 2012, carrément avant même le halving, le premier d'ailleurs. Ensuite, vous avez le halving et le mouvement continue à accélérer à la hausse, c'est intéressant. Regardez ici en 2016, c'est la même chose, on a commencé à remonter avant même de voir le halving,
Et pareil, en fait, c'était exactement la même chose en 2015 avec un prix de $421. Ensuite, on a atteint $442 et au halving, on était déjà au-dessus des $700 en fait, juste là, comme vous pouvez le voir sur le graphe arc-en-ciel. Après ça, on a un petit peu latéralisé avant de finalement décoller après ce fameux halving. Maintenant, avec le Covid, on a eu une itération un petit peu spéciale ici, c'est vrai, parce que vous pouvez voir que le Bitcoin avait déjà commencé à monter. Puis, on est arrivé avec cette énorme crise dans le monde entier. On a eu l'épidémie, des crises de liquidité, etc. Et boum, on a rechuté. En gros, je vous ai expliqué ça plusieurs fois sur la chaîne et je pense que si le Covid n'avait pas pris place comme ceci, en supprimant toutes les liquidités, eh bien, je pense que tous les graphes, en fait, auraient plutôt ressemblé à quelque chose comme ceci, disons. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu la même trajectoire ascendante, mais pour le coup, il est certain qu'on n'aurait pas vu cette chute vertigineuse. Donc voilà, la montée aurait sûrement été plus stable, je peux dire, peut-être un peu plus lente. Mais voilà, en gros, on n'aurait pas eu cette récupération en forme de V, ça c'est sûr et certain. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'avant le halving, on a aussi commencé à monter ici avant de voir cet énorme crash du Covid et ces problèmes de liquidité, c'est là où je voulais en venir. Donc, encore une fois, ce que je voulais vous dire, c'est que même si cet événement a l'air d'être toujours à des années-lumière de nous, genre presque 2 ans, quand on voit comment les marchés ont tourné ces derniers mois. Attendez, est-ce que le chiffre vient de changer là? Ouais, je suppose que le Bitcoin vient juste d'ajuster sa difficulté de minage en live, c'est une coïncidence vraiment bizarre ici. Mais bref, ça va effectivement fluctuer quelque peu, étant donné qu'on est toujours très loin de cet événement. Mais ouais, en gros, je voulais vraiment vous préparer pour tout ceci, quoi qu'il en soit. Ensuite, les NFT dynamiques, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est des NFT et en fait, ils sont dynamiques. Je vous en prie, la définition était gratis. Non, pour la faire très très courte, en fait, c'est un petit peu l'enfant, le descendant des nouveaux des NFT qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est des NFT évolutifs. Je vous donne un exemple, ils vont évoluer au fur et à mesure de ce qui se passe dans la vraie vie. Par exemple, vous avez un NFT de Mbappé. Mbappé, il fait une carrière folle, il marque des buts, il devient ballon d'or ou je sais pas trop quoi. Et du coup, le NFT via un système qui se situe un peu entre l'algorithme et le système Oracle, va en fait modifier votre NFT pour faire en sorte que ça montre en fait ses victoires dans la vraie vie. Du coup, très intéressant, il y a un gros marché là-dessus et les gens s'y engouffrent forcément de plus en plus. Donc, je pense qu'on verra pas mal de projets en parler dans les jours qui suivent. Sylvain Durif qui lance son NFT, ça a bien fait rire. Je sais pas si vous connaissez ce personnage, mais il est quand même assez extraordinaire. C'est un mec qui est un peu perché, mais bon, il fait assez rire. Et en gros, j'étais sur YouTube et je tombe là-dessus et je vois qu'il lance un NFT hallucinant. Et en fait, il a rien à voir avec le domaine des cryptos, des NFT, tout ça. Et le fait qu'il lance ses NFT avec 0,6666 ETH, ça m'a fait assez rire à voir si ça se vend ou pas. Mais c'est vrai que c'est drôle à voir parce que là, on voit vraiment que voilà, tout le monde s'y met. Enfin, tout le monde s'y met. Lui, il arrive un peu en retard, mais en tout cas, là, on voit clairement qu'on a des personnes qui ont rien à voir dans ce domaine et qui viennent chercher ça pour différentes raisons. Mais en tout cas, ça touche un public qui est très large. Algorand qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui a déjà certains bons projets, comme un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Opulus, dont je vous avais déjà parlé. Il y a déjà eu des sales, Taiga, qui avait fait beaucoup de bruit parce que j'avais dit Tiga à l'époque. Il y en a certains, je les connais pas, je vais être franc. Lil Pump, et ces gens, quand ils ont lancé en fait certains morceaux ou certains albums, ils ont émis des NFT, les gens ont acheté des NFT pour pouvoir financer l'album, et cette personne leur donne une redevance. Des fois c'est des accès, des fois c'est de l'argent, mais en tout cas il y a un retour qui est dû à l'utilisateur final et donc à l'acheteur. Assez intéressant, et c'est également sur la blockchain Algorand. On va parler maintenant de Sorare. Sorare, c'est le jeu créé par la société française, qui est valorisé à plus d'1 milliard de dollars. C'est un jeu basé sur des NFT, historiquement sur les cartes de football, des cartes de football. Ils ont depuis lancé le même jeu sur la MLB, donc tout ce qui est baseball aux États-Unis. Et là, la NBA arrive sur Sorare, le basket arrive. Ils ont fait un partenariat avec la NBA, l'association des joueurs de la NBA. Donc on arrive, ce jeu de Fantasy NBA, donc vous allez avoir vos cartes et les résultats de vos joueurs vont dépendre aussi de leurs résultats dans le monde réel. Donc il y a plusieurs personnes qui disent c'est du pari sportif déguisé ou autre. Je pense pas que c'est le cas, mais la justice, je pense, va le décider, ou les autorités sont en train de décider ce type de choses. En tout cas, c'est vraiment un jeu qui se développe de plus en plus. Chiliz est en train de migrer vers une blockchain Layer 1, sa propre blockchain. Actuellement, c'est un token ERC20 et ils sont en phase de testnet actuellement. Donc, ils testent les bridges, donc qui sont les ponts entre les différentes blockchains, puisque la blockchain Chiliz se veut plus ouverte. Ça, c'est répété et répété encore une fois dans l'AMA plusieurs fois. Le staking, on pourra faire du staking de Chiliz apparemment, et la plateforme NFT, la future plateforme NFT. Donc tout ça est en test et normalement le mainnet devrait arriver
en fin d'année 2022, début d'année 2023 pour la nouvelle blockchain Chiliz. Donc il le dit à la fin de la MAC, quelqu'un lui pose la question, est-ce que le max supply va changer? Eh bien non, il suffira d'échanger ces Chiliz, donc si on a 20 Chiliz, dans la nouvelle blockchain, on fera un swap et on aura toujours 20 Chiliz. Voilà, alors la manip sera assez facile, peut-être automatique, on verra comment ça se passe, mais il n'y a pas de changement de max supply ou quoi que ce soit. Donc voilà, les choses suivent leur cours apparemment au niveau des tests et des stades du testnet. Également, eh bien, ils souhaitent de plus en plus de décentralisation et ce qu'ils aimeraient, c'est que les clubs puissent faire tourner des nodes, des supernodes. Donc ça, c'est pour la décentralisation. Alors, on parle aussi de staking. Peut-être que ça sera comme sur GLD du delegate staking. Donc, imaginez que le PSG a sa propre node et que pour faire tourner cette node, il faudrait, je vous dis une bêtise, mais 1 million de Chiliz. Eh bien, on pourrait mettre un staking nous-mêmes du Chiliz dans cette node. On appelle ça du delegate staking. C'est ce qui se passe sur GLD. Donc ça, c'est mon interprétation. Mais voilà, on nous parle de staking. Alors imaginez demain que le PSG ait sa node avec un certain rendement, le Barça ait sa node, la Juve ait sa node, etc. On verra en tout cas ce qu'il en est. Mais voilà, il parle bien d'attribuer des nodes au club. Donc je rappelle que les nodes, les supernodes, c'est ce qui permet de faire tourner la blockchain, de valider les transactions, d'enregistrer la blockchain, etc., etc. En accord tous les deux, on vous organise en fait un giveaway. Enfin, c'est principalement Cyprien qui est à l'origine de la proposition, puisque c'est lui le CEO. Et donc, Cyprien, je te laisse un petit peu le mot pour expliquer le giveaway, justement, ce que tu nous proposes, ce que tu proposes aux auditeurs de cette vidéo. Et bah carrément, merci donc de me laisser cette opportunité, Dana. On trouvait que c'était assez cool. Et puis on va récompenser les auditeurs les plus assidus, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, puisqu'on vous a prévu une petite surprise, un giveaway dans lequel on donne 10 NFT, une carte épique, 3 cartes rares et 7 cartes communes, donc pour un total de 10 NFT. Pour participer, c'est très simple, il suffit de rejoindre notre Discord et puis de commenter votre tag Discord sous la vidéo de Dana, et puis on choisira, je crois qu'on s'était dit 1 semaine de délai pour choisir les gagnants. Oui. Mais voilà, profitez-en, voilà, ça nous fait plaisir en tout cas d'organiser ça, et puis c'est aussi une manière de récompenser ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Je donnerai la date limite justement par rapport à la sortie de la vidéo, je donnerai la date limite en message épinglé juste sous la vidéo, comme ça vous savez, mais à la sortie de vidéo, vous avez effectivement 1 semaine pour avoir le temps de rejoindre le Discord et de participer. Ensuite, Superior, c'est un jeu de la franchise Gala Games, très cool en fait. Superior, du coup, les gars en fait et les filles, faut que j'arrête de dire les gars, hein. Les gars et les filles, les amis, on va dire les amis. Ils vous proposent de jouer au jeu gratuitement en fait, là, de tester les jeux. Donc, vous avez juste à télécharger le launcher. Là, il y a quelques images du coup sur le jeu pour ceux que ça intéresse. Est-ce qu'on peut voir ça? Bon voilà. Et donc voilà, donc franchise de chez Gala Games. En général, ça marche bien. Le joueur du coup roguelite, donc un shooter à la 3e personne, ça peut marcher. Ils font vraiment beaucoup de bons projets Gala Games. J'aime beaucoup. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.